Je rappelle de quoi il s'agit. Mieux voir les étoiles, planètes, présence de vie, évoluer, et même cette fois-ci j'ai rajouté civilisé. Alors évidemment civilisé c'est difficile. C'est difficile, mais en supposant que de lointaines civilisations aient d'aussi gros lasers que nous avons sur Terre et que par hasard ils les pointent vers nous, ça se verrait très bien. Ça se verrait très bien et ça serait un signe, un marqueur assez intéressant de vie civilisée. Par contre, les radioastronomes qui essayent depuis 30 ans de détecter des émissions radio intelligentes, eux n'ont rien trouvé pour l'instant. Mais ils continuent quand même, je crois. Bon, et puis j'avais eu l'occasion de dire que avec les grands hypertélescopes, si on arrive à en construire un de 100 km dans l'espace, et qu'on photographie une exotère à 10 années-lumière, on aurait en 30 minutes de pause, on aurait une image comme ceci, une image directe comme ceci, suffisamment résolue pour essayer de voir s'il y a de la verdure qui change de couleur en automne et autres marqueurs de vie. Alors évidemment, s'il y a un laser, s'il y a de la pollution lumineuse, s'il y a des grandes villes de la pollution lumineuse, ça pourrait peut-être se voir aussi, peut-être un peu limite. En tout cas, s'il y a une guerre atomique, ça se voit très bien, parce que ça fait des flashs très brefs, très brefs. Malheureusement, il paraît que ça peut durer très peu de temps seulement, quelques heures au plus. Et après, ça se calme pendant 1 million d'années, on reprend. Bien, donc aujourd'hui, je vais parler de nos efforts actuels pour essayer de construire dans une haute vallée de l'Ubaye, dans les Alpes du Sud, un hypertélescope de 57 mètres. Et nous aurons un séminaire par Nicolas Blind de Grenoble sur ces résultats récents binaires en interaction à très haute résolution angulaire, une histoire d'étoiles cannibales. Donc ce que nous voulons faire, c'est en quelque sorte une nouvelle génération de télescopes que nous appelons hypertélescopes, qui aurait une espèce de miroir géant, mais dilué. On aimerait bien avoir un miroir entier, mais ça coûterait trop cher, alors on le fait diluer. Déjà dilué, ça peut donner de très bons résultats. Et on profite, il y a plusieurs façons de le faire, mais on profite de la logique d'utiliser une cuvette ou un cratère ou une vallée avec une courbure régulière, qu'on puisse garnir d'un grand nombre de petits miroirs pour faire l'équivalent d'un miroir géant dilué qui focaliserait la lumière d'une étoile, ici par exemple, sur la surface focale qui se trouve à mi-chemin du centre de courbure du miroir géant, ici. Alors, vous savez que les radioastronomes ont déjà fait quelque chose dans ce genre-là sous la forme du radiotélescope d'Arecibo, qui est un miroir de 330 mètres, mais un miroir non dilué, un miroir entier en tôle d'aluminium. Évidemment, la tôle d'aluminium, c'est beaucoup moins cher au mètre carré que le miroir d'optique, parce que ça n'a pas besoin d'être aussi précis. Ce radiotélescope d'Arecibo a eu de très bons résultats. Il y a eu en particulier les observations de pulsars binaires qui ont donné lieu à un prix Nobel il y a quelques années. Eux aussi utilisent cette logique d'utiliser la courbure naturelle d'une cuvette. Bon, alors, dans le cas optique, ça pourrait ressembler à ça. Vous avez une sphère géante qu'on appelle M1, comme miroir numéro 1, et dont le centre est ici. Et vous mettez sur cette sphère, vous l'encastrez le mieux possible dans votre vallée ou votre cratère, le plus près possible du sol, et vous mettez le plus grand nombre de miroirs possible sur cette sphère. Alors la théorie indique qu'il vaut mieux avoir des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux, à surface totale donnée. Bon. Et ça se comporte comme des petits morceaux du miroir géant, et ça focalise la lumière d'une étoile qui se trouve très haut là-haut, ici, au foyer, donc à mi-chemin du centre de courbure ici. Et si vous pouvez mettre ici une caméra,
et balader cette caméra pour suivre le déplacement de l'image de l'étoile à mesure que la Terre tourne, eh bien, en principe, vous pouvez observer. Vous pouvez aussi, au lieu de mettre une caméra ici, y mettre un petit miroir plan qui renvoie le rayon de lumière de l'étoile vers un petit télescope situé par ici, qui permet de mettre des instruments plus encombrants, des spectrographes, des choses comme ça. Ce qu'on appelle un foyer coudé, traditionnellement, en astronomie. Bon, et pour que ça se passe bien, il faut que ce petit télescope soit situé en un point qui est la projection du centre de courbure par le pôle nord céleste. La projection du pôle nord céleste parce que mécaniquement, ça permet d'avoir une image stable qui ne bouge pas quand on fait tourner. C'est équivalent d'un guidage équatorial de télescope, c'est-à-dire que quand le télescope se balade, en fait, tout tourne autour de cet axe, qui est l'axe du monde, l'axe de rotation de la Terre. On peut imaginer que toute la partie optique là, doit être fixe par rapport à l'espace, par rapport aux étoiles, mais la Terre tourne. Bon, enfin bref, en ce point-là, on a une facilité, enfin c'est plus facile pour guider l'image. Alors pour piloter le mouvement de la nacelle, nous utilisons 6 fils très rigides en Kevlar, dont 3 vont ici. Ceux-là ne bougent pas normalement pendant la poursuite. 2 vont ici et sont activés par deux petits treuils pour faire la poursuite de mouvement horaire. Et un 6e va vers un autre treuil, lui aussi piloté par ordinateur. Ces 3-là sont pilotés par ordinateur pour faire le mouvement qui convient. Alors pendant ce temps-là, le câble, alors tout ça est suspendu à un grand câble qui traverse la vallée. Et ce grand câble a un mouvement de pendule autour de ces attaches qui sont ici et ici, attachées sur les crêtes de chaque côté de la vallée, à 800 mètres d'écartement. La hauteur de la nacelle est 100 mètres à peu près. Et on peut utiliser un théodolite avec un télémètre laser pour mesurer la position de la nacelle à 1 mm près. Et on pourra asservir tout ça pour avoir une bonne précision. Et puis on peut imaginer avoir plusieurs nacelles indépendantes qui, pilotées indépendamment, qui permettraient d'observer plusieurs étoiles à la fois pour économiser, pour améliorer le rapport qualité-prix, si on peut dire, de l'installation. Alors, toujours dans la même logique du miroir géant fixe, hein, finalement, les télescopes classiques ont un grand miroir, mais qui n'est pas fixe, qui est fixé sur une solide monture qui le pointe, et cette monture coûte très cher quand on arrive à des très grands miroirs. Actuellement, les plus grands font 10 mètres de diamètre. Et il y a une énorme monture mécanique qui coûte très cher, qui tourne tout doucement pour pointer le télescope. Et puis, il faut une énorme coupole par-dessus pour le protéger de la pluie, qui coûte également très cher. Alors que là, dans cette logique-là, on n'a ni une monture, on a un miroir fixe, c'est la caméra qu'on déplace, et on n'a pas de coupole. On pourra toujours mettre des petits chapeaux sur les petits miroirs si nécessaire. Alors, dans la logique de ce genre de système, les Chinois actuellement entreprennent de construire un radiotélescope plus grand que celui d'Arecibo, qui va faire 500 mètres de diamètre, construit suivant la même logique, mais avec une petite différence, c'est que le grand miroir, oui, il est fixe, mais il est légèrement déformable. Il est légèrement déformable pour que, à chaque instant, sa forme soit non pas sphérique, mais parabolique, pointant vers la source observée, ce qui permet de simplifier l'optique focale. Le détecteur focal se trouve quelque part là-haut, et si le grand miroir est sphérique, l'image est imparfaite. Il y a ce qu'on appelle l'aberration sphérique, les rayons se croisent mal. Pour qu'ils se croisent bien, il faut que le grand miroir soit parabolique. Et à ce moment-là, ça donne en principe une image parfaite, à condition que l'étoile soit exactement dans la direction de l'axe optique de la parabole. Donc les Chinois ont pris le taureau par les cornes. Ils ont décidé de faire
ce grand miroir avec un pilotage par ordinateur qui permet de le déformer légèrement, de faire une espèce d'onde de déformation. Imaginez une espèce de tsunami qui glisse tout doucement sur le miroir et qui le déforme de moins d'1 mètre localement pour corriger cette aberration sphérique et le rendre parabolique. Alors le mécanisme, alors il y a des panneaux comme ça sur une espèce de quadrillage de câbles et panneaux en aluminium, et à chaque coin des triangles, il y a un mécanisme avec un câble qui relie au sol, un câble qui relie un piquet au sol, et un moteur qui tire dessus plus ou moins pour déformer le grand miroir. Alors, dans notre cas optique, il ne serait pas exclu d'ailleurs à terme de faire aussi une déformation parabolique, ce qui simplifierait l'optique focale, l'optique de la nacelle en haut. Parce qu'actuellement, on est obligé de rajouter des miroirs dans la nacelle pour corriger le défaut d'aberration sphérique du grand miroir sphérique. J'en parlerai de façon plus détaillée. Bien, mais pour l'instant, on utilise un miroir sphérique qui est plus simple à construire, qui peut être parfaitement stationnaire, pré-réglé, et on n'y touche plus pendant des mois, si tout se passe bien. Et nous avons étudié un concept optique avec des correcteurs d'aberration sphérique dans la nacelle. Et vous savez, actuellement, quand on étudie une optique, autrefois on faisait des calculs extrêmement compliqués à la main. Maintenant, il y a des logiciels qui font ça de façon beaucoup plus commode. Avec ce genre de logiciel, nous avons pu vérifier qu'on obtient une image directe, presque aussi bonne que celle que donnerait un télescope géant monolithique entier, complet, non dilué. Par exemple, voilà une étoile double. Voilà l'image instantanée directe d'une étoile double dont les deux composantes sont séparées de 1/100 de seconde d'arc. Bon, vous savez que classiquement, la turbulence limite environ à 1 seconde d'arc la résolution des télescopes, qu'on peut aller au-delà avec de l'optique adaptative si l'étoile est brillante, ou bien avec d'autres techniques. Là, c'est le cas d'une étoile binaire espacée d'1 millième de seconde d'arc. Et vous voyez qu'on commence tout juste à distinguer que les deux étoiles. On est vraiment à la limite de résolution, et ça correspond à ce qu'on peut attendre de l'ouverture de 57 mètres en lumière visible. Une ouverture de 1 mètre donne une ouverture de 12 cm donnerait une résolution de 1 seconde d'arc. C'est pour ça que classiquement, tous les télescopes plus grands que 12 cm ne gagnent plus en résolution, ils sont limités par l'atmosphère. Donc, un télescope de 100 mètres donnerait 1 millième de seconde d'arc. Là, on n'a pas tout à fait 100 mètres, mais on est à la limite de résolution. Donc, ça veut dire en gros qu'on gagne un facteur 1000 en résolution par rapport à l'observation classique. Bon, à condition que tout soit bien en phase, et que que la turbulence soit corrigée. Oula, le laser a l'air d'avoir quelques faiblesses là. Bon, le calcul suppose une ouverture diluée de 57 mètres, comportant 169 petits miroirs de 15 cm, et là qui sont supposés mis en phase. Si ce n'était pas mis en phase, on aurait une espèce de casserole d'eau bouillante ici, s'il y avait l'atmosphère. Si on laisse faire l'atmosphère, il y a une espèce de casserole d'eau bouillante, de tavelures, speckles qui bougent et qui dégradent énormément l'image, mais qu'on peut quand même exploiter, à partir desquelles on peut quand même reconstruire une image par des techniques dont j'ai eu l'occasion de parler. Et qui sont applicables aussi pour les hypertélescopes. Ça avait été utilisé sur les grands télescopes classiques, mais ça marche aussi sur les
Alors évidemment, il faut quand même que tout ça soit aligné de façon extrêmement précise. Bon, vous savez qu'un miroir classique, c'est parabolique, par exemple, avec des bosses dont la hauteur maximum ne doit pas dépasser un dixième de micron, quelque chose comme ça, en théorie lambda sur 8, un huitième de longueur d'onde. Et que si les bosses sont plus importantes, l'image est dégradée, on obtient des speckles. Bon, donc là, on retrouve le même genre de tolérance pour un miroir géant en petits morceaux. Et non seulement il faut que le grand miroir soit... Enfin, que tous les petits miroirs qui composent le grand miroir soient très très bien positionnés, notamment en hauteur. Latéralement, ça a moins d'importance. Mais il faut aussi que la nacelle soit très bien alignée avec la direction de l'étoile. Et voilà un test avec le logiciel Zemax qui permet, où on a incliné la nacelle de un peu moins d'une seconde d'arc, ce qui est très peu de choses. Hein. Et on voit que ça suffit à dégrader l'image. Si l'image était parfaite, presque toute la lumière serait ici, avec quelques petits pics secondaires là, dû au fait que la pupille que l'ouverture est en petits morceaux. Mais on devine qu'une partie de la lumière s'est échappée du pic central d'interférence avec ces anneaux de diffraction et forme une espèce de structure comme ceci qu'on appelle la coma. C'est le défaut classique. Si vous regardez une source lumineuse à travers une lentille et que vous mettez la lentille un petit peu de travers, vous l'inclinez un petit peu, l'image de la source ressemble à une petite comète. C'est pour ça que les anciens l'ont appelé ce défaut, l'aberration de coma. Donc l'aberration de coma ici apparaît de façon extrêmement sensible dès que la nacelle est un tout petit peu de travers, ce qui veut dire qu'en pratique, il faudra de l'optique active, motorisée, asservie, adaptative pour exploiter au mieux ce genre de choses. Alors, si on ne met pas d'optique adaptative, c'est ce qu'on fera dans un premier temps, on travaillera avec la turbulence et on reconstruira des images par speckle imaging. Et à ce moment-là, on aura une tolérance beaucoup plus grande. La nacelle on pourra tolérer ce genre de défaut, ça ne fait que s'ajouter aux défauts qu'introduit l'atmosphère. Alors, comme site, nous avons exploré un peu partout dans les montagnes des sites possibles. Vous savez qu'avec Google Earth, c'est formidable, vous pouvez vous balader dans les montagnes à bas coût et regarder quelles sont les vallées qui pourraient convenir. Il faut qu'elles soient orientées est-ouest. Et on en trouve un certain nombre dans les Alpes du Sud, mais aussi dans des régions plus favorables comme le Haut-Atlas, au-dessus du Sahara, les Canaries, où il y a un immense cratère qui fait 2000 mètres de profondeur, où il y a déjà des télescopes au bord, et puis dans l'Himalaya, dans les Andes, etc. Enfin, pour l'instant, cette vallée dans les Alpes du Sud, parmi une dizaine de sites candidats, nous a semblé avoir quelques avantages particuliers. Et notamment, il y a une route non goudronnée, mais enfin une route départementale non goudronnée. C'est rare en France, mais il y en a, qui monte là-haut, qui facilite l'accès. Et un village tout près, dont les habitants nous aident beaucoup, bénévolement. Et voilà. Alors le versant de ce côté-là fait partie du parc national du Mercantour. Alors le parc a bien voulu nous autoriser à faire une installation pour des essais, à condition de prendre des précautions pour ne pas tuer les oiseaux tétralyres et gypaètes barbus qui ont eu la fâcheuse manie de vouloir se tuer sur les câbles, quand ils se tuent sur les câbles électriques. Et donc, nous prenons des précautions pour ça.
Bon, alors, en automne, ça ressemble à ça. En hiver, il peut y avoir beaucoup de neige. Une partie de la manip, alors il y a des couloirs d'avalanche tout le long de la partie du bac, là. La manip est dans ce couloir-là, où il y a aussi des avalanches, mais enfin moins violentes que dans celui-là et dans celui-là. Et on n'est pas toujours très rassuré. Il faudra qu'on trouve un moyen de prendre quelques précautions. Le cartigène qu'on trouve sur Géoportail permet de vérifier le profil, la forme. Et alors un moyen commode de le faire, c'est de superposer un calque en rouge ici, où j'ai fait un petit logiciel qui me trace les lignes de niveau d'une sphère ici qui a comme rayon 700 mètres, donc qui représente la sphère du miroir humain. Et alors l'idéal, ce serait que les lignes de niveau rouge coïncident avec les lignes de niveau brunes de la carte. Ça voudrait dire que le sol correspond exactement à la forme de l'hémisphère. Alors ce n'est pas tout à fait le cas, mais on peut trouver le meilleur rayon de la sphère qui s'encastre le mieux possible dans le sol. Et ce site-là a été choisi parce que c'est un rayon de 700 mètres environ qui convient, et que ça conviendrait assez bien pour faire une ouverture optique, c'est-à-dire une dimension de miroir équivalent ici, de l'ordre de 200 mètres, ce qui correspond au cercle bleu. Là. Les cercles bleus, c'est diamètre 200 mètres. Vous voyez l'échelle ici, 100 mètres, 200 mètres. Et donc ça conviendrait assez bien pour aller jusqu'à 200 mètres de dimension de miroir, ce qui serait déjà formidable d'avoir l'équivalent d'un télescope de 200 mètres de diamètre, sachant que les plus grands actuellement font 10 mètres. Alors, c'est un joli coin des Alpes du Sud, près du col de la Cayolle. Je vous invite à venir visiter. J'ai déjà signalé que nous sommes intéressés par les coups de main que nous donnent des bénévoles et des astronomes amateurs. Et il y en a un certain nombre qui sont venus l'été dernier et qui nous ont énormément aidés. Ça, c'est la vue vers l'ouest. Le village est en dessous, là-bas. Et la route du col de la Cayolle va dans cette vallée-là et monte là-haut. Et on devine ici, je crois que c'est l'un des trépieds qu'on voit ici. Et ici, la route départementale non goudronnée, elle passe là, donc tout près. Donc c'est très commode au point de vue accès. Alors nous avons commencé par installer l'atelier, composant essentiel du projet. Vous voyez un collègue éminent polytechnicien qui se retroussé les manches. Et ça, c'est la cuisine solaire. Il se trouve que juste à côté, il y a l'endroit où dorment les moutons quand ils viennent au mois d'août. Et ils laissent beaucoup de crottes. Et juste à cet endroit-là, l'année suivante, pousse une énorme quantité d'épinards sauvages que mangent traditionnellement les habitants. Comme ça, les moutons servent à quelque chose. Et épinards sauvages qui sont apparentés à la quinoa des Péruviens. Là. Alors en mettant une vitre sur un tas de pierres et en mettant les épinards dessous, ça les cuit un peu au soleil. Ça m'a permis de survivre au mois d'août. Et puis alors, ce secteur est extrêmement riche en biodiversité. C'est un vrai émerveillement. Ce qui nous console de travailler durement pour essayer de voir les étoiles. On regarde aussi ce qu'il y a par terre. Et papillons interférentiels, là, et beaucoup de fleurs. D'autres papillons. Alors ça, c'est les papillons de montagne, les parnassus, qui sont absolument magnifiques, et qui vivent, leurs chenilles vivent dans la falaise. Sur les petites plantes grasses, sédum et saxifrages de la falaise. Donc on ne les trouve qu'au voisinage des falaises. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo de l'accouplement de ces papillons que je tiens à votre disposition. Voilà, quoi d'autre Alors, des oiseaux, tétralyres, c'est-à-dire le petit coq de bruyère qui a la manie de se tuer sur les câbles, comme je disais, et qui s'inquiète le parc
Et donc nous essayons de prendre des précautions en balisant le câble pour les protéger. Le gypaète barbu, qui est une sorte d'énorme vautour, 3 mètres d'envergure, qui se nourrit de la moelle des os et qui lui aussi se tue sur les câbles et qui a été réintroduit à très grands frais dans les Alpes et qui serait bien dommage de sacrifier. Des rapaces nocturnes, sans oublier les hélicoptères, avions, deltaplanes, parapentes, ULM et j'en passe, pour lesquels il nous faut aussi prendre quelques précautions. Alors en général, ce que nous faisons, c'est que nous descendons le câble dans la journée et nous le remontons le soir, seulement quand nous observons, grâce à un système de poulies et de treuils, ce qui protège les animaux diurnes. Bon. Et puis, parmi les bêtes qui ne volent pas, il y a aussi des loups. Donc, voici des traces photographiées exactement sur le site tout récemment. Voilà le câble ici. Le même vu depuis l'attache qui est en haut de l'Adret, en haut d'un grand éboulis, au pied de la falaise. Et il traverse donc sur 800 mètres et il arrive là. Il arrive là en haut de ce couloir d'avalanche. Et en bas du même couloir, il y a l'endroit où il se trouve le petit télescope qui recueille les faisceaux coudés et que nous essayons de protéger contre les avalanches. Et le treuil qui permet de monter le câble est là en bas de l'éboulis, près de la route. La route est là, près de la route. Et il y a une poulie là qui permet de baisser le câble, baisser et monter le câble. Alors les miroirs, ben voilà un. Pour l'instant, nous en avons mis que 2 déjà pour essayer de faire des interférences avec 2. Si on y arrive avec 2, ça nous encouragera à en mettre une centaine peut-être, ce qui doit se faire assez vite. Et il faut que ces miroirs soient tenus de façon aussi rigide que possible. Idéalement, on aimerait avoir une stabilité de l'ordre d'une dizaine de microns. Le miroir est posé sur 3 petites vis qui permettent de le régler, 3 vis micrométriques, mais on motorisera peut-être ces vis à terme. Donc il faut des trépieds très rigides. Nous avons copié en plus rigide les trépieds qu'utilisent les géomètres, vous savez, pour les théodolites, et rajouté des pieux qui pénètrent de 50 cm dans le sol en dessous pour que ce soit très, très solide, très rigide, mais néanmoins amovible. Si dans quelques années, nous trouvons un autre site dans l'Himalaya, nous pourrons tout retirer. Il n'y a aucun béton, aucun ciment. Nous pourrons tout retirer sans laisser aucune trace de l'activité des astronomes. Et ceci est un petit réflecteur coin de cube avec une lunette qui sert à aligner les miroirs et à acquérir, envoyer la lumière de l'étoile focalisée par le miroir vers la nacelle qui se trouve 100 mètres plus haut. Alors, tel que c'est là, les pattes sont en acier. L'acier, ça se dilate. Donc, le soir, ça se contracte parce qu'il fait froid. Et donc, les 10 microns vont se dérégler. Vous allez avoir une contraction de l'ordre du millimètre, ce qui est beaucoup trop. Pour l'éviter, il y a 3 voies possibles qu'on utilisera probablement en même temps toutes les 3. La première, c'est de mettre un manchon isolant en caoutchouc mousse ou en liège un peu épais sur les pattes, pour pas qu'elles se refroidissent. La deuxième, c'est de mettre un gadget compensateur de dilatation. Ça se fait classiquement et ça marche. Il faut assembler des matériaux différents. Vous savez, les anciennes horloges à balancier des grands-mères, là, il fallait que le balancier ne se dilate pas, sinon ça déréglait la marche. Eh bien, il y avait déjà à l'époque un système de compensation de dilatation sur le balancier. Si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a des espèces de tiges de 2 métaux différents qui font cette compensation. On peut faire le même genre de choses. Et la troisième voie, c'est de mettre des résistances pour stabiliser la température sous le manchon isolant.
Et puis on peut mettre aussi des asservissements, des senseurs et des asservissements. Alors, la nacelle focale, la voilà, suspendue à son câble par une poulie qui roule dessus et qui roule librement dessus. Parce que ce qui définit la position de la nacelle, ce n'est pas le câble ni la poulie, c'est 6 fils. On en voit 3 ici, on en devine 3 ici, qui vont vers le petit télescope coudé. 2 ici qui vont vers un double treuil à l'est, et 1 ici qui va vers un treuil à l'ouest. Ces 3 groupes de fils sont à peu près orthogonaux. Et c'est leur tension qui définit la position de la nacelle. Et le câble n'a qu'un rôle d'équilibrage, comment dire, c'est lui, il tire avec une force à peu près constante verticalement, mais il suit la position imposée par les fils. Et il pendule, d'une part la poulie roule comme ceci en nord-sud, et en est-ouest, ça pendule autour des amarres qui sont situés 400 mètres de chaque côté. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la nacelle est pilotée en position et en orientation, en attitude, par ces 6 fils, comme une marionnette. Bon, vous savez que tout corps solide, classiquement, on dit tout corps solide à 6 degrés de liberté, 3 translations, 3 rotations, et qu'il faut 6 fils pour arriver à bloquer tout ça. C'est le cas ici. Alors, mécaniquement, la première nacelle qui est en place, il y a un système d'attache des 6 fils. Voilà donc 3 fils ici, 2 fils ici, 1 fil ici. Et ça, c'est l'optique avec 2 miroirs qui servent à compenser l'aberration sphérique du miroir géant. Tout est calculé comme si c'était un miroir géant. Et un système pour transmettre l'action des fils vers l'orientation de la nacelle. Le petit miroir plan qui renvoie, lui, il est optionnel. Il renvoie vers le foyer coudé, ici. Mais on peut, si on préfère, le retirer, mettre à la place une caméra sur la nacelle qui verra directement l'image ici. Bon, les deux ont des avantages. Bon, ça c'est une version future de la nacelle, un peu modifiée compte tenu de l'expérience acquise. Et ça, c'est la nacelle actuelle, donc celle-ci, vue par le télescope qui est au foyer coudé. Alors on voit les 2 miroirs, ici et ici. On voit le petit miroir plan qui renvoie ici, et on voit les fils qui vont vers l'est, et les 2 autres qui viennent ici vers le télescope, et le 3e qui va ici. Voilà, et puis on voit aussi, on devine différents accessoires optiques là, qui servent de senseurs pour les erreurs d'orientation de la nacelle, de position et d'orientation. Il y a des réflecteurs laser, et là il y a un dièdre en miroir, et il y a un genre de cataphote qui font que dans le télescope, on a les images fournies par ces senseurs éclairées par un rayon de laser qui vient du même télescope. Et ces images nous donnent des informations fines sur les erreurs d'orientation de la nacelle. Bon, on vise une précision de positionnement de l'ordre de 1 mm, et on l'a actuellement quand il n'y a pas de vent, quand il y a peu de vent. Il se trouve que ce vallon est remarquable parce qu'il n'y a pratiquement pas de vent la nuit. Vous savez que dans beaucoup de vallées de montagne, il y a une brise de nuit qui descend, et une brise de jour qui monte, due aux effets thermiques solaires par beau temps. Eh bien, dans cette vallée-là, il y a bien une brise solaire qui monte le jour, mais la nuit, c'est nul. Le vent est pratiquement nul, les graminées ne bougent pas. Pourquoi? On ne sait pas très bien. Peut-être que le vent général d'ouest contrebalance la brise descendante, on ne sait pas. Enfin, toujours est-il que c'est très favorable pour ça. C'était une des raisons pour avoir choisi
cette vallée, parce que la brise non seulement secouerait la nacelle, mais elle créerait de la turbulence. Bon, donc actuellement, on arrive déjà au millimètre, à la précision de l'ordre du millimètre, sans avoir pris encore beaucoup de précautions pour les asservissements, etc. Sans asservir, hein, de façon passive. Bon, pour l'orientation, on n'est pas encore au niveau souhaité d'une seconde d'arc de précision, mais on pense qu'en rajoutant un petit peu d'optique active et adaptative sur la nacelle, on devrait y arriver sans trop de difficultés. Alors donc le soir, on monte la nacelle, le matin, on la descend. Voici le collègue Denis Mourard, qui est un ancien de l'interférométrie à l'observatoire de Calerne, qui se prépare à lancer la nacelle. Et différents travaux sur la nacelle, mise en place, là, etc. Là, c'est dans le torrent. Vous avez un torrent. Alors, il y a un torrent qui est presque sec en été, mais qui devient dangereux à traverser au printemps à la fonte des neiges. Il nous faudra construire une petite passerelle amovible. Et voici le point du foyer Coudet, où se trouve le petit télescope que voici. Et c'est donc en bas du couloir d'avalanche. Alors, on voit qu'il n'y a pas eu de grosse avalanche depuis une dizaine d'années parce qu'il y a tous ces petits mélèzes qui ont poussé, mais il n'y a pas de gros mélèzes à ces endroits-là, ce qui veut dire qu'il y a de temps en temps, tous les 10 ou tous les 20 ans, une grosse avalanche qui casse tout. Et voilà les fils qui servent à positionner la nacelle. Alors le télescope porte un petit laser qui est ici, qui sert à mesurer la distance. Et vous avez ce genre de petit laser qui vous donne une distance jusqu'à 200 mètres avec une précision de 1/10 de millimètre à peu près. Donc c'est très utile pour nous pour dégrossir la géométrie, mais à terme, il faudra un truc un peu plus précis. Et alors, le petit télescope, vous savez, les télescopes modernes, ils ont un ordinateur dedans, un petit moteur. Vous appuyez sur un bouton et ça suit tout seul. Vous tapez le nom de l'étoile que vous voulez voir, il se pointe tout seul et il suit tout seul le mouvement de l'étoile. Et alors là, il suffit, le mouvement de la nacelle vu d'ici est exactement le même que si la nacelle était une étoile. Donc on a créé une nouvelle étoile qui s'appelle nacelle. On tape sur le bouton et hop, ça se pointe automatiquement et ça suit automatiquement le mouvement de la nacelle. Bien, alors j'en arrive à l'optique focale. Alors d'abord, quelques mots sur cette histoire d'aberration sphérique. Alors vous avez peut-être déjà remarqué quand vous avez un bol de lait et qu'il y a un rayon de soleil qui arrive dessus, que sur le lait, vous voyez une belle courbe lumineuse comme ceci. Là, elle a été obtenue en posant sur une feuille de papier une rondelle en aluminium. Et c'est le bord du trou, là, l'intérieur du trou de la rondelle, qui réfléchit le rayon du soleil. Le soleil était assez bas sur l'horizon, ça réfléchit le rayon du soleil, et la lumière réfléchie par ce miroir. En fait, là, il est cylindrique, il n'est pas sphérique. C'est réfléchi et ça vient faire cette belle courbe sur le papier. Bon, un miroir géant sphérique, ça fait la même chose. Et ça veut dire qu'en réalité, les rayons se croisent mal. Les rayons qui viennent de la région axiale, ici, se croisent à peu près bien au foyer qui est là, mais les rayons qui viennent du bord, ici, ils partent par là et ils ratent complètement le foyer. Ils se croisent mal. Bon, c'est pour ça qu'un miroir sphérique est mauvais, c'est ça qu'on appelle l'aberration sphérique. Alors, ça se corrige. Par exemple, dans notre cas,
on met au meilleur foyer, le meilleur foyer, c'est à peu près là, la partie la moins où c'est le plus étroit, un miroir sphérique qui forme une image du miroir géant un peu plus loin ici. Et là, on met un deuxième miroir qui, lui, n'est pas sphérique du tout, qui est très déformé, qui est calculé et taillé avec une très grande précision, avec une machine, un outil de diamant piloté par ordinateur, pour avoir exactement la forme calculée nécessaire pour corriger ce défaut. Bon. Et puis, alors voilà, ça c'est la même chose vu dans l'autre sens. Et puis, alors derrière, il y a un tube qui contient différentes lentilles qui agrandissent l'image. Là, vous avez le miroir de renvoi vers le foyer coudé. Là, vous avez un cataphote pour le laser. Là, vous en avez un autre. Bon, voilà l'optique prototype. Alors, tout ça, bien sûr, a été calculé avec les logiciels d'optique. Donc vous reconnaissez là le miroir, ce qu'on appelle le miroir M2 sphérique, le miroir M3 non sphérique, asphérique, dans lequel il y a des fentes qui n'ont pas été représentées ici, des fentes qui servent à laisser passer une partie de la lumière qui arrive directement d'en bas. Et puis derrière, vous avez une lentille qui agrandit l'image assez fortement. Et vous avez un système de densifieur de pupilles, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, mais il faudra que j'en parle de façon plus détaillée, et un système d'éclateur de champ pour faire travailler simultanément plusieurs champs, étant donné que le champ axial de base est très étroit. Bon, mais je vais garder ça pour la prochaine fois. Et je vais m'arrêter ici. Je rappelle que le prochain cours, c'est seulement le 7 mars.